Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Biodiversité et bâti. Et merci pour votre présence. C'est un webinaire qui est organisé par la LPO Bourgogne-Franche-Comté ainsi que l'Agence régionale de la biodiversité, avec comme partenaire la région, la DREAL BFC et les intervenants extérieurs que nous remercions pour leur investissement. Je suis Amélie, chargée de communication à l'Agence de la biodiversité. Je vais vous accompagner pour les moments de ce webinaire. Et du coup, nous allons vous proposer un temps d'information puis d'échange dans le cadre de nos missions pour agir en faveur de la préservation de la biodiversité en accompagnant les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous allons accueillir divers partenaires pour leur intervention. Et donc, ce webinaire, il va durer 1h30 et il finira à 14h30. Donc, je vais bientôt passer la parole à notre premier intervenant, qui est Marc Giroux de la LPO Bourgogne-Franche-Comté et qui va vous parler de comment favoriser l'anticipation des contraintes de la biodiversité dans les travaux de rénovation et construction. Bonjour à tous, merci de suivre cette intervention en webinaire en partenariat avec l'ARB. Donc effectivement, au cours de ce webinaire, vous allez avoir différents intervenants qui vont s'exprimer, qui vont présenter leurs actions en faveur de la biodiversité ou en tout cas les modes de prise en compte de cette dernière dans leur programme spécifique. Donc moi, en tant que LPO Bourgogne-Franche-Comté, je vais vous présenter de manière générale comment favoriser l'anticipation des contraintes de biodiversité dans les travaux de rénovation et construction d'une manière générale dans les projets d'aménagement. Ensuite, nous aurons Julien Lousteneau de CEDIA et Territoire 25 qui va s'exprimer en montrant la démarche d'aménagement qui a été réalisée autour du corridor vert de Besançon, puis Vinci Construction, le terrassement et la construction de bâtiments, le point de vue du constructeur d'ampleur nationale. LCR, biodiversité dans le bâti, le point de vue d'un constructeur plus territorial. Eurovia, à travers le label Excellence Environnement et Aménagement en faveur de la biodiversité. Et l'AFNOR, autour des problématiques de normes volontaires entre bonnes pratiques pour aider les entreprises à protéger le vivant. Et enfin, Vincent Roulet de l'ARB Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique entreprises engagées pour la nature, un label de valorisation des bonnes pratiques autour de la prise en compte de la biodiversité. Donc voilà, je vais commencer par ma petite présentation, à savoir comment favoriser l'anticipation des contraintes de biodiversité dans les travaux de rénovation et construction. Autour de la biodiversité. Alors, il me semble essentiel avant tout de rappeler quelques a priori et points fondamentaux autour de la biodiversité, à savoir qu'est-ce que déjà la biodiversité. D'une manière générale, ça va regrouper trois niveaux de compréhension, à savoir la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des habitats. La biodiversité, en fait, caractérise ces trois niveaux d'interaction autour des êtres vivants. Les illustrations de la slide exposent l'interaction de ces trois niveaux de lecture de la biodiversité à travers un paysage secteur de Lons-le-Saunier où on va avoir l'espace urbain très anthropisé, des espaces beaucoup plus naturels comme de la forêt et des espaces qui sont en interaction avec les activités humaines comme des parcelles cultivées. L'illustration de droite évoque la réduction de la diversité génétique à travers les variétés légumières et qui expose, qui montre d'une certaine manière les prémices de ce qu'on constate actuellement à l'échelle mondiale de la réduction profonde de la biodiversité. Et le petit tableau exposait d'une manière générale la diversité à l'heure actuelle connue en termes d'espèces. Voilà. Alors, la biodiversité, pourquoi c'est un enjeu, en fait? C'est parce que derrière, elle nous rend des services. Elle nous rend 4 services principaux, à savoir un service support, c'est-à-dire que derrière la biodiversité, c'est grâce à elle qu'on arrive par exemple à respirer. Elle est productrice de d'oxygène, et elle sert également à la séquestration de carbone. Donc, dans tout ce qui est modification du climat actuel, elle a un rôle essentiel.
Elle joue un rôle de service d'approvisionnement. Voilà, on a probablement tous expérimenté le fait de manger une pomme ou un fruit ou autre aliment issu de la nature. Des services de régulation, c'est-à-dire que la biodiversité va concourir, par exemple, à améliorer le taux de pollinisation des arbres fruitiers pour avoir de la ressource alimentaire, mais également des services, par exemple, pour limiter les risques d'épanchement de crues ou autres. Donc, c'est ce qu'on appelle un service de régulation. Et enfin, des services culturels, c'est tout ce qui est ressenti par nos compatriotes à travers le côté plaisant de se promener en nature ou d'avoir ne serait-ce qu'une plante verte sur son bureau. Alors la biodiversité, elle est menacée. Ce n'est pas nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, qui l'évoquions. C'est un équivalent du GIEC qui s'appelle l'IPBES et qui identifie 5 principales menaces associées à la préservation de la biodiversité. Ces 5 menaces sont la destruction et la fragmentation des habitats, les invasions biologiques, c'est tout ce qui est espèces exotiques à caractère envahissant, les pollutions et biocontaminations, la surexploitation des ressources et des espèces et les changements climatiques globaux. Voilà quelques illustrations pour bien fixer les esprits autour de ce qui est recouvert par ces 5 pressions. Donc la plante en haut à gauche, c'est l'ambroisie, une plante américaine qui a colonisé la France voici une bonne centaine d'années et qui pose de nombreuses difficultés, notamment dans les contextes d'aménagement du territoire à proximité de territoires urbanisés, parce qu'elle a un pouvoir extrêmement allergisant à travers ses grains de pollen. Elle fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de limitation en vue de limiter son interaction avec la santé publique. Le graphique avec le poisson, c'est l'illustration de la surconsommation des ressources et l'effondrement des stocks de morue en Atlantique Nord, dans le secteur de Terre-Neuve. On pourrait prendre d'autres exemples où en fait le stock de poissons a complètement disparu, entraînant derrière lui de profondes modifications de l'écosystème dans lequel évoluaient ces poissons. Les cartes de Franche-Comté sont juste là pour illustrer les projections climatiques sur la région de Franche-Comté et montrent une élévation des températures et puis une modification du régime de précipitation. Le réchauffement climatique n'induit pas forcément qu'une sécheresse, mais en fait une répartition différente du volume de précipitation. Et enfin, le tracteur avec l'épandeur, c'est vraiment pour illustrer le caractère de l'introduction dans les écosystèmes de biocides, donc des molécules qui vont avoir une influence néfaste sur la biodiversité. La dia suivante illustre peut-être le cœur de ce webinaire qui est consacré à la biodiversité et le bâti, alors le bâti de manière très large, extensive, avec surtout l'aménagement. Là, c'est une illustration de Besançon, la situation actuelle 2025 à gauche et la situation en 1960. Et on se doute bien, dès à présent, que les territoires où l'agglomération sur lesquels elle s'est étendue a consommé des espaces, entre guillemets, naturels, et mécaniquement, la biodiversité associée à ces espaces-là s'en est trouvée profondément chamboulée, modifiée. Alors, les contraintes associées à la biodiversité, en fait, elles sont travaillées au niveau national par le législateur à travers différents codes, notamment qui nous concernent là directement dans le cadre du bâti, le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, qui sont tous les deux en interrelation. Et dans le code de l'environnement, on trouve le livre 4 qui traite spécifiquement de la protection de la biodiversité. Alors là, c'est un extrait, naturellement, vous pourrez le consulter en ligne sur le site Légifrance. Mais de cet article, ce livre 4 expose déjà les quelques contraintes qui sont associées à la biodiversité, comme les limitations de destruction d'individus, d'espèces, de nids, des mutilations, des pratiques entre guillemets associées à la biodiversité. Et si on s'intéresse plus spécifiquement à la faune, et notamment au titre des interactions avec le monde du bâti, on a 2 catégories d'animaux, qui sont les oiseaux, qui sont protégés au titre de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009, qui fixe la liste des espèces protégées sur le territoire national, et les chauves-souris, ou plus nommés également chiroptères, un terme un petit peu plus barbare, au titre de l'arrêté du 23 avril 2007. Et au sein de ces 2 arrêtés,
il figure un petit encart que j'ai surligné là au sein de l'article 3, sur lequel il est spécifié en fait que sur le territoire de la France, il est interdit la destruction, l'altération et la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de ces animaux. C'est-à-dire qu'au-delà de l'individu, espèce qui est protégée, il y a également la notion d'habitat. Et là, c'est tout de suite le petit point sur lequel il va falloir avoir une certaine vigilance, considérant les projets d'aménagement divers et variés. Alors, pour illustrer un petit peu ce que peut recouvrir des espèces protégées, voilà un petit panel illustrant tout ça. Des espèces relativement communes, comme le moineau domestique en haut à gauche, hein, qui est très répandu, mais qui est protégé, contrairement à ce que nombre de personnes imaginent, de par sa fréquence. On a un exemple de chauve-souris, là c'est une pipistrelle, un papillon, un damier de la Suisse, un amphibien, le crapaud accoucheur, un lézard, le lézard des murailles, très commun, à l'inverse d'autres espèces beaucoup plus rares et peut-être plus confidentielles, comme le vertigo de Desmoulins, le petit escargot, et une orchidée en bas à droite. Voilà, donc c'est pour illustrer le panel des possibles en termes d'espèces protégées que le législateur a identifié. Alors, au sein des espaces bâtis, bon, on peut s'interroger en disant, mais est-ce qu'il y a réellement de la biodiversité et ce type de contraintes espèces protégées présentes? Et en fait, oui. Nos constructions, nos interactions avec notre environnement, en fait, a généré un grand nombre d'habitats et on se rend compte qu'on peut héberger de la biodiversité à peu près partout. Peu qu'il y ait un espace un petit peu laissé tranquille, on va avoir de la biodiversité. Donc là, c'est une illustration pour montrer où est-ce qu'on peut, dans un cadre de petite agglomération, rencontrer de la biodiversité. Donc il y a du bâti et il y a également au titre des espaces verts. Alors pourquoi il est intéressant de prendre en compte la biodiversité et notamment les espèces protégées? Parce que derrière, en fait, le code de l'environnement précise que si on interagit de manière défavorable avec les espèces protégées, on encourt un risque de 150 000 € d'amende et surtout de 3 ans d'emprisonnement. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut rappeler également que ce type de procédure, elle est imposée, mais également il est prévu la possibilité de déroger à ces règles de protection, notamment auprès de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL. Et c'est un petit peu là l'objet de ce que je vais vous présenter par la suite, des interactions qui vont en découler et comment est sous-tendue la dérogation. Alors c'est très important parce que derrière, on se doute bien en fait que ça peut avoir d'importantes répercussions dans le cadre de projets d'aménagement. Là, j'ai mis 2 captures d'écran autour d'aménagements dans des contextes urbains qui ont eu des déboires avec la biodiversité. Il y en a pléthore en fait, hein, il suffit de faire une revue de presse pour se rendre compte de ces difficultés. Voilà, comme le magasin Ikea qui a eu une condamnation pour destruction d'espèces protégées et d'autres, par exemple l'exemple maintes fois entendu du coléoptère qui empêchait la réalisation d'une autoroute. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais c'est pour aussi alerter sur la fréquence de ces problématiques qui se portent aux porteurs de projets et aux aménageurs. Alors, donc, pour en revenir à la dérogation, il y a quelques éléments, quelques critères essentiels à avoir à l'esprit, et notamment ceux que j'ai surlignés en rouge, à savoir ne pas nuire à l'état de conservation des espèces concernées et, le cas échéant, appliquer ce qu'on appelle une séquence éviter, réduire, compenser. Et les motifs qui sont prévus pour pouvoir déroger au statut d'espèce protégée doivent relever d'un intérêt public majeur. Alors, par chance, dans le cadre de tout ce qui est aménagement de bâti, le législateur a bien identifié que les opérations, notamment de rénovation des performances énergétiques des bâtiments, sont visées d'emblée par un intérêt public majeur. Donc ça, c'est un gros levier qui est déjà levé. Alors, la séquence éviter, réduire, compenser, ou dite séquence ERC, hein, pour simplifier, c'est un principe qui est déjà très ancien, qui est précisé dans le Code de l'environnement de 1976, où, au regard des enjeux sur l'environnement, il est bien précisé qu'il faut supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables sur l'environnement. Et ça, ce principe de 1976 a été renforcé par la loi sur la reconquête de la biodiversité de 2016, où il est bien précisé l'objectif à terme d'absence de perte nette de biodiversité. Et le graphique qui est en bas à droite l'illustre, c'est-à-dire que sur la base d'un projet donné, on va avoir un impact brut sur l'environnement
La mesure d'évitement va viser à réduire de manière substantielle cet impact brut. C'est donc ce qu'on appelle les impacts non évitables. La mesure de réduction va réduire les impacts non évitables en impacts résiduels. Et si les impacts résiduels sont significatifs, il va falloir déployer une mesure de compensation visant à améliorer, à développer un gain net de biodiversité. Voilà. Alors, un peu dans son organisation, qu'est-ce que ça recouvre, cette séquence éviter, réduire, compenser? Donc, le principe d'évitement, c'est la première chose potentiellement à se poser comme question, c'est renoncer à son projet. Deuxièmement, éventuellement le déplacer ou le modifier, ou réduire son emprise géographique. La mesure de réduction, c'est pareil, ça peut, au titre de certaines espèces, concerner de la réduction d'emprise géographique ou une réduction temporelle, des nuisances associées au projet, ou une réduction technique. Et enfin, la compensation va faire intervenir les autres contreparties, des équilibres, avec un objectif de gain net de biodiversité. Après, l'illustration un peu caricaturale de droite va montrer tous les travers que peuvent recouvrir ces séquences ERC avec la proposition de mesures qui sont peut-être incompatibles avec les espèces et leur statut de protection ou leur biologie. Et ça, c'est une procédure autre. Mais en tout cas, voilà, le principe, comment ça fonctionne, c'est la petite frise à gauche. Alors, comment déployer une séquence cohérente? Et c'est là que ça commence à l'anticipation, en fait. Donc, le premier item, planifier et anticiper, à savoir le choix de la zone projet et l'aménagement du projet. Une fois qu'on a identifié cette zone projet, projetée, hein, il va falloir connaître les enjeux associés. Donc là, par l'intermédiaire de recherche bibliographique ou d'inventaire, au-delà des zonages environnementaux qui peuvent être identifiés par les services administratifs ou autres, se rapprocher de ressources naturalistes comme des associations dont fait partie la LPO ou d'autres structures agrégeant l'information à l'échelle BFC de Bourgogne-Franche-Comté. Je pense notamment au site Cigogne, hein, qui agrège et met à disposition des porteurs de projets l'ensemble de la connaissance naturaliste, et travailler sur un cycle biologique complet. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, il va y avoir une phase d'évaluation du projet, de sa responsabilité, de la représentativité des inventaires qui auront pu être réalisés dessus et des incidences du projet sur la biodiversité. Alors voilà, là c'est un tableau qui illustre toute la complexité de la chose. C'est-à-dire que là, ce sont tous les items des espèces potentiellement investiguées dans le cadre d'un aménagement, un projet X ou Y. Donc on a des chiroptères, des mammifères terrestres, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des plantes. Et les plages au sein de l'année, en fait, visent quand est-ce qu'il est préférable d'investiguer. Et c'est là qu'on se rend compte rapidement qu'on peut rapidement avoir besoin d'une année complète d'investigation si on veut lever toutes les ambiguïtés associées à la biodiversité et notamment au titre des espèces protégées. Voilà un exemple d'une démarche d'évitement pour illustrer un petit peu le propos. Donc, l'état initial de l'environnement, l'évaluation et la justification du besoin de l'aménagement. Hein. Dans le cadre de rénovation de bâtis, on a identifié que c'est un intérêt public majeur, mais d'autres projets ne sont pas forcément à travers cet intérêt public majeur. De facto, en fonction de ce qui a été investigué, la hiérarchisation des enjeux associés à la biodiversité. Une espèce protégée n'a pas, toutes les espèces n'ont pas forcément les mêmes enjeux de conservation. Ceci va ensuite mener une réflexion sur les différents scénarios autour du projet. Le scénario 1, ça peut être comment on va construire à tel endroit. L'autre scénario, ça va être peut-être qu'on peut construire à un autre endroit, et ainsi de suite. C'est les raisons du choix. Pourquoi on est amené à retenir telle option d'aménagement. De facto, après, c'est la mesure d'évitement géographique. Est-ce que peut-être on peut interagir moins en modifiant les emprises du projet? La définition des modalités d'aménagement également, parce qu'on peut réaliser un projet suivant différentes modalités. Et, in fine, les mesures de suivi. C'est-à-dire que quand on aura développé sa séquence ERC, derrière, le législateur a mis en place une volonté de suivi de l'efficacité des mesures. C'est-à-dire que la mesure en elle-même ne se suffit pas, il faut aussi démontrer qu'elle a une efficacité. Donc ça, c'est une phase aussi également importante qu'il convient d'anticiper dans le cadre d'aménagement, la nécessité de suivre les mesures que l'on va avoir déployées. L'exemple
d'un aménagement et de ce que peut emmener une séquence d'évitement et de réduction au titre des impacts sur la biodiversité. On a une zone état initial en haut à gauche, un projet initial, c'est-à-dire ben là on ne s'est pas posé la question, j'ai besoin de telle surface, tel aménagement, je le pose comme un pavé dans la mare, en l'occurrence une zone humide, entre guillemets, et là toute la réflexion commence autour des mesures d'évitement pour limiter les interactions avec l'environnement et la biodiversité. Et in fine, après, ben, le choix retenu va être la somme de toutes les contraintes et opportunités qui vont s'offrir autour du projet et qui vont également borner la séquence éviter, réduire, compenser. Alors, pour l'illustrer dans le cadre d'une rénovation de bâti, comme je le disais tout à l'heure, la biodiversité dans du bâti, ça existe. Et on peut en la trouver à peu près partout. Donc là, j'ai mis l'illustration d'une maison et puis d'un immeuble, d'un petit immeuble où on peut envisager de trouver de la biodiversité. Associé à ces espaces-là, quelques espèces, typiquement des oiseaux et des chauves-souris, peuvent être concernées. Et dans le cadre d'une mesure d'évitement et de réduction, on se rend compte qu'on a des périodes de sensibilité pendant laquelle il vaut mieux ne pas réaliser les travaux. Et in fine, le tableau au-dessus expose très très bien que la période de moindre impact pour réaliser les travaux, elle est extrêmement réduite sur une période d'une année. Septembre, octobre. Éventuellement, septembre peut être problématique pour certains oiseaux. Et c'est là aussi qu'il est très important d'anticiper ces difficultés parce que ça va avoir mécaniquement des contraintes fortes en termes de réalisation et de tenue des plannings d'intervention des travaux. Et c'est pour ça que plus on va l'anticiper, mieux ce sera. La mesure de réduction est déjà beaucoup plus évidente et plus facile à mettre en œuvre. Dans le cadre, pareil, de rénovation de bâti, le principal impact, en fait, va être concerner la condamnation de gîtes. Donc, ce que j'appelle un gîte, c'est un trou occupé par une espèce protégée. Et là, on a pléthore d'exemples pour pouvoir concilier les impératifs inhérents à la performance énergétique des bâtiments et l'accueil de la biodiversité, comme l'installation de nichoirs ou autres aménagements compatibles avec les impératifs de performance énergétique. Naturellement, il n'y a pas que du bâtiment. Hein. Dans le contexte d'aménagement de bâti, on va considérer aussi des aménagements connexes, comme des bassins de rétention possibles. Et là, il peut y avoir des mesures de végétalisation, de création d'échappatoires, de condamnation de pièges pour la faune et de gestion différenciée de la végétation, qui va permettre de maintenir une certaine biodiversité associée au terrain aménagé. Et par contre, si au terme de ces mesures d'évitement et de réduction, on reste avec un impact résiduel significatif, il va falloir envisager de la compensation. Et la compensation, c'est la complexité. Parce que derrière, l'objectif aussi de la compensation est d'avoir des équivalences écologiques et un gain net de biodiversité. Et les équivalences écologiques sont très complexes. Là, j'ai mis quelques formules autour de comment on peut évaluer une interaction entre un impact et puis une mesure compensatoire pour une équivalence, et on se rend bien compte avec des formules alambiquées que ça peut être rapidement complexe à mettre en œuvre, et que derrière, il y a souvent aussi un besoin de maîtrise de foncier, et le maîtrise de foncier, quand on est un porteur de projet, c'est souvent une phase extrêmement longue à travailler pour pouvoir obtenir des marges de manœuvre sur ce dernier. Donc, autant que possible, il faut éviter d'arriver au terme d'une procédure de compensation. Alors pour résumer, voilà un petit peu comment devrait se poser une réflexion autour des phases critiques d'un projet. La première, c'est vraiment les inventaires naturalistes. Qu'est-ce qu'on a sur ma zone projet? Et c'est le socle de base de la procédure. Et les acteurs concernés, c'est maître d'ouvrage, bureau d'études. Ensuite, sur cette base-là, on définit un projet, le projet de moindre impact. Alors après, voilà, l'enjeu, c'est le cadre dérogatoire autorisé, l'absence d'autres solutions, les éléments impactants. Donc les acteurs mobilisés, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études. Ensuite, on travaille la séquence d'évitement, réduction et de compensation avec un objectif de maintien de l'état de conservation des espèces concernées. Une phase d'instruction du dossier de dérogation, évalué par l'ADRIA, le CNPN entre autres, par exemple, à travers des notions de complétude de l'étude, l'intelligibilité et l'argumentation qui en découle. Et in fine, la phase de consultation du public, qui est très importante et qui vise notamment à être parfaitement compréhensible du grand public, parce que le grand public est souvent la porte d'entrée de contentieux autour de projets d'aménagement. Et donc, pour illustrer le fait qu'il y ait
très important de le travailler très en amont, donc dans une phase d'anticipation. Là, c'est différents projets qui ont été portés et en fait, on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs années potentiellement de réflexion autour de l'aménagement de son projet si on veut obtenir une efficacité dans son déploiement et son aboutissement. Donc, c'est une réflexion de plusieurs années et ne pas lésiner à prendre le temps de la réflexion autour de son projet d'aménagement. Et donc là, c'est la dernière diapo qui va réillustrer en fait le schéma conceptuel des procédures administratives associées à tous ces traitements de prise en compte de la biodiversité de manière générale. C'est le dépôt de dossier de demande de dérogation auprès de l'ADREAL, qui va donner son avis sur sa complétude, l'instruire, éventuellement consulter des structures comme le CNPN ou le CSRPN, initier la consultation publique et à donner in fine un avis favorable ou défavorable du projet concerné. Donc l'idée est vraiment d'anticiper autant que possible, très en amont de sa phase projet, pour avoir le moins de difficultés associées à la biodiversité. Voilà, bon, c'était les éléments que je pensais porter à votre connaissance, et je vais laisser la parole à l'interlocuteur suivant, donc Julien Loustono, de CEDIA et Territoire 25. Voilà. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc, Julien Loustono, je suis directeur de projet en aménagement pour 2 outils publics qui sont CEDIA et Territoire 25 au service des collectivités. L'exemple que je vais développer, je vous laisse passer la diapo d'après, voilà, c'est le déploiement d'un corridor vert sur ce qu'on appelle la technopole Boulois-Thémis, qui comprend d'un côté le campus de la Boulois à Besançon et la technopole Thémis Microtechnique. Laisse passer. On est sur une ZAC très ancienne, constituée essentiellement autour des mobilités plutôt automobiles, où à l'époque, la prise en compte de la biodiversité n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. L'enjeu majeur qui était identifié, c'était décloisonner, relier ces 2 espaces. Et dans la réflexion, on a identifié la nécessité de préparer une trame végétale plus favorable à la biodiversité. Vous avez un plan juste pour illustrer ce que représente le corridor vert. C'est 1 kilomètre de long, plusieurs hectares. Voilà, les travaux sont en cours. Comment et pourquoi on s'est posé la question de la prise en compte des enjeux environnementaux? Nos objectifs, c'était d'abord évidemment d'enrichir le projet et proposer des espaces beaucoup plus favorables à la biodiversité présente et surtout à celle potentielle. On voulait aussi intégrer en amont les pratiques et enjeux des futurs gestionnaires de ces espaces verts. Pour illustrer brièvement, si moi je conçois un espace qui nécessite 10 temps plein pour être entretenu en permanence et que le futur gestionnaire ne peut mettre qu'un mi-temps, il n'y arrivera pas. Traduction, si on prévoit par exemple une prairie-fleurie avec 2 fauches par an et qui fait 10 tonnes annuelles, on n'aura pas non plus ni les fleurs ni les insectes qu'on espérait. Et puis l'autre enjeu pour nous, c'était d'ouvrir une fenêtre de dialogue avec les associations environnementales pour partager nos propres enjeux, nos propres contraintes et les relier avec les leurs. On avait déjà des expériences passées plutôt malheureuses, on n'avait pas dialogué et on s'était plutôt retrouvé en opposition, voire au tribunal. On voulait un peu travailler sur cet aspect. Comment on a fait? Très en amont, au démarrage du travail de conception, on a mis en place un atelier de travail. Autour de moi, j'avais évidemment la collectivité Grand Besançon Métropole en l'occurrence, le paysagiste concepteur du projet, la LPO qui nous a amené justement sa vision sur la biodiversité présente, la biodiversité potentielle et les enjeux sur ces différents espaces, et la direction biodiversité espace vert de Besançon, donc le futur gestionnaire, qui nous a apporté 2 éclairages vraiment très intéressants. Le premier sur les natures des végétaux et en l'occurrence des arbres qu'il fallait planter au regard du changement et du réchauffement climatique. Il ne s'agirait pas que les arbres qu'on mette crèvent tous dans quelques années. Et évidemment l'éclairage sur leur propre capacité et pratique de gestion. Vous avez zappé une diapo. En parallèle, il nous fallait évidemment anticiper les aspects réglementaires. C'est ce que Marc a développé. Puisque ceci emporte un certain nombre de risques très importants à l'échelle d'un projet. Le premier, c'est évidemment le risque juridique. Si vous ne respectez pas les procédures, vous pouvez vous faire attaquer. Les procédures emportent elles-mêmes un risque calendaire très long. Hein. C'est minimum, quand vous avez un recours, c'est 1 an et demi avant de passer en première instance. Après, vous avez un appel, une cour de cassation, etc., etc. Ça peut être des années et des années. La procédure en elle-même prend énormément de temps. Il y a un risque aussi financier. On sait tous, quand on est porteur de projet, qu'il vaut mieux intégrer toutes les données d'entrée, concevoir les données au départ, que les faire à la fin. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si demain, vous devez mettre en fait vos mesures de compensation, là vous avez prévu un bâtiment, bon courage.
Et puis en plus, le coût de ces recours et de ces études complémentaires sont aussi extrêmement onéreux. Ça emporte évidemment un risque politique. Quand, à partir du moment où vous prenez un recours sur l'aspect espèces protégées de biodiversité, que votre projet soit le meilleur du monde et que le recours soit complètement infondé, ça vous colle une étiquette de méchant bétonneur et vous ne pourrez pas vous en départir. Donc autant vous dire que quand derrière vos clients, ce sont des collectivités et des hommes politiques, le contexte se durcit énormément. Et ça se traduit par évidemment un risque humain très fort. Donc vous avez une opposition qui se constitue. Et ce dont on parle jamais, évidemment, c'est l'usure subie par l'ensemble des gens qui travaillent sur ce projet, qui sont convaincus de faire un projet d'intérêt général, qui ont une casquette de grands méchants loups, une pression colossale, etc. Ça se traduit forcément par des burn-out et des abandons de postes. Comment nous, on a anticipé sur ces risques, sur ce projet? En fait, c'est assez classique et c'est assez simple. Il faut être très en amont. Quand vous connaissez un peu la nature du projet que vous voulez faire, il faut faire analyser les choses par un cabinet d'avocats, par un bureau d'études spécialisé, en l'occurrence un écologue. Et nous, les quelques questions qu'on avait à lui poser, mais qui sont essentielles, c'est au regard du projet, de son antériorité, de ce qu'on veut faire, à quel champ de la réglementation sommes-nous soumis, quelles sont les autorisations à aller chercher, et quelles sont les procédures, leurs délais et leurs articulations. Ce qui n'est pas simple, et je vous invite à ne pas les apprendre par cœur, parce que d'un projet à l'autre, en fait, leur articulation change totalement. Et ce sera ma conclusion. Je ne peux que vous encourager à prendre en compte la biodiversité très en amont. Ça permet déjà une amélioration intrinsèque du projet. Vous allez l'enrichir, forcément, il sera bien meilleur que ce qu'il était. Vous allez améliorer son acceptabilité. Vous minorez tous les risques. C'est évidemment un vecteur d'économie. En fait, c'est des dépenses que vous n'aurez normalement pas à faire. Et puis surtout, et c'est pour moi le plus important, ça donne du sens et c'est fédérateur. Vous allez entraîner tout le monde avec vous, que ce soit les bureaux d'études, les collectivités, etc., le public, mais aussi même, je me rends compte sur le corridor vert, les équipes de chantier qui sont ravies de faire un projet, ils l'expriment avec leurs mots, mais qui participent à l'amélioration de quelque chose. Merci Julien pour ton intervention. Nous allons maintenant écouter le point de vue de Vinci Construction avec Aurélia Lecomte. Bonjour Aurélia. Aurélia, est-ce que vous êtes connectée? Si oui, vous pouvez mettre un message dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Pour ne pas perdre dans le planning, ce que je vous propose, c'est, à défaut de réponse de la part d'Aurélia Lecomte, c'est qu'on passe à l'intervenant d'après. LCR. Alors, LCR, Monsieur Mars, si vous êtes prêt, on vous écoute. Je suis prêt. Je laisse le temps d'arriver sur le bon slide. Voilà, donc Philippe Mars, les constructeurs réunis. Donc, moi, j'interviens au titre de la construction, bien évidemment, et sur les problématiques aujourd'hui qu'on essaie de faire prendre en compte à nos clients. Donc, on a évoqué déjà de nombreuses reprises sur les sujets, particulièrement sur le programme engagé sur la nature, dont je pense que Vincent reviendra dessus tout à l'heure, et qu'on essaie de promouvoir auprès de tous nos clients maintenant systématiquement. Donc, sur le slide suivant, voilà. Donc, la biodiversité au cœur de la construction. Donc, on a des bâtiments qui sont, enfin, du moins d'être de plus en plus verts, bien intégrés dans un environnement naturel. La biodiversité, elle est essentielle à la survie. De toute façon, on le sait. Il y a des impacts importants de la construction sur le monde de la biodiversité. Donc, les questions qu'on se pose à chaque fois et qu'on essaie de poser à nos clients et de se faire poser, c'est comment la construction peut-elle coexister harmonieusement avec la nature? Comment nos choix de construction aussi peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Donc, et d'en avoir les bénéfices avec une construction qui est beaucoup plus respectueuse de la biodiversité. On en retire beaucoup d'avantages pour l'environnement, bien évidemment, mais également pour tous les occupants du bâtiment dans un avenir très proche, on est aussi très sensible à ces problématiques liées au bien-être aussi des gens dans leur environnement et sur leur lieu de travail. On va passer au slide suivant. Voilà. Donc, les principaux impacts de la construction, bien évidemment, c'est la perte d'habitat par la destruction, forcément, lorsque l'on terrasse sur des terrains. Donc, quand on fait des grandes plateformes logistiques, forcément, il y a beaucoup de pertes d'habitat, donc qui peuvent être amenées aussi par des compensations. On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. On est actuellement en train de travailler justement sur le sujet dans un gros projet là sur le Jura. Il y a une grande zone qui va être mise en compensation.
Également sur la pollution des sols, de l'eau et de l'air, on essaie d'être très vigilant là-dessus. Donc parce qu'il y a des enjeux très importants, hein, par rapport à ça également. Ensuite, toujours dans les impacts, il y a cette fameuse fragmentation de tous ces écosystèmes avec toutes les problématiques qu'on va pouvoir retrouver après, et puis surtout les introductions d'espèces invasives exotiques. Donc là, comme là, l'ambroisie à feuilles d'armoise, là, c'est un sujet épineux qu'on a également beaucoup dans le Jura. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le secteur de Poligny en ce moment, et c'est quelque chose qui est récurrent. Donc là, on travaille beaucoup avec le réseau Fredon, en l'occurrence, et M. Rebillard, qui est un spécialiste en la matière, qui nous aiguille et qui nous guide sur les choix à porter. Voilà. Donc, on essaie à chaque fois de prendre attache auprès des personnes concernées qui peuvent nous guider là-dessus, puisque ça nous permet justement de mieux appréhender les chantiers, d'éviter de commettre des erreurs, et puis surtout de s'attirer les foudres de l'OFB, puisqu'on n'aurait pas respecté les préconisations des arrêtés préfectoraux en la matière. On a également des problématiques liées à la berge du Caucase ou à la renouée du Japon, où j'en passe. Il y a bien d'autres plantes, hein. J'ai cité les quelques plantes les plus connues aujourd'hui, et celles dont tout le monde a entendu déjà parler, mais je crois qu'il y a plus d'une douzaine de plantes qui sont recensées sur notre secteur géographique. Voilà, donc pour dire que c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ce sont des enjeux aussi importants pour la suite. Donc, alors les constructions vertes et vertueuses. Donc aujourd'hui, on a toutes les constructions même qu'on fait sont labellisées HPE. On travaille beaucoup, nous, sur des labellisations BREEAM, ou LEED, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. J'ai un anglais incertain, donc je ne vais pas vous lire l'anglais, mais je vous laisse à chacun le souhait de lire ce qu'il en est. Ce sont des certifications qui visent vraiment à pouvoir la haute qualité des bâtiments au niveau environnemental, bien évidemment. Tous nos bâtiments où on intègre donc des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée. Voilà, on travaille beaucoup à l'amélioration et la qualité de l'air intérieur des bâtiments, je l'évoquais tout à l'heure, avec l'utilisation beaucoup de MC double flux, la réduction des consommations d'énergie, en ayant des enveloppes de bâtiments qui sont vraiment très isolantes, l'augmentation des valeurs du bâtiment intrinsèquement aussi, l'amélioration du bien-être des occupants, et puis ça contribue également à la lutte contre le changement climatique. Donc on essaie, en choisissant cette approche respectueuse de la biodiversité, on obtient de nombreux avantages, c'est clair. On protège l'environnement, c'est une certitude, mais on améliore également la qualité de vie de tous les résidents. Puis ces bâtiments verts et vertueux ont tendance à avoir une valeur bien plus élevée après sur le marché. Donc même quand on nous dit qu'effectivement, il peut y avoir certains surcoûts liés à toutes ces certifications, c'est une certitude, mais également la valeur des bâtiments s'en ressent. Donc on essaie de faire comprendre aussi à nos porteurs de projets qu'il y a un véritable intérêt et un véritable enjeu pour eux, même d'un point de vue patrimonial, d'avoir quelque chose qui soit mieux, qui sera plus pérenne dans le temps et qui se revendra forcément mieux le moment venu. Donc sur le slide suivant, voilà comment intégrer la biodiversité. Donc là, je vous ai mis quelques visuels de bâtiments avec des schémas, donc sur des toitures végétalisées, par exemple, où là, on va reconstituer de la biodiversité sur le toit. Ça peut être des murs végétalisés également. Et puis là, je faisais aussi référence au choix et au site sur les études d'impact lorsque l'on étudie un projet. Donc, on travaille, je l'évoquais tout à l'heure par rapport à Vincent, avec lequel on a beaucoup travaillé sur certains sujets, avec l'Agence régionale de la biodiversité, avec le réseau Cigogne également, avec lequel on a aussi des liens de façon à pouvoir évoquer toutes les problématiques liées à la biodiversité. L'OFB et le réseau Fredon, que j'évoquais tout à l'heure, avec lequel on travaille également pour toutes ces problématiques essentiellement de plantes invasives, avec des références sur les différentes zones sur lesquelles nous devons travailler. Ensuite, pour illustrer également l'utilisation de plus en plus de matériaux biosourcés, ou géosourcés, mais surtout d'essayer de travailler aussi avec des matériaux moins polluants. Je pense en l'occurrence, ça peut être le liège, ça peut être la laine de chanvre, la paille ou des choses comme ça. Alors bon, la paille en bâtiment industriel, on n'en fait pas beaucoup. Puis aussi, après, on est confronté quand même, malgré tout, avec ces problématiques aujourd'hui, avec un certain nombre de normatifs et qui font que on a besoin d'avoir des produits qui répondent à un cahier des charges et à des agréments, donc où on n'a pas forcément tous les jours les agréments sur ces produits-là. Donc même quand des clients nous les demandent, des fois on est obligé de déflécher un petit peu sur des produits comme la laine de roche ou autre. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, parce que ça c'est un enjeu majeur, on vient de le voir encore avec toutes les inondations qu'on a pu connaître ces temps derniers.
liées essentiellement à l'imperméabilisation des sols. Donc aujourd'hui, on imperméabilise beaucoup moins qu'avant, heureusement. Donc en utilisant des pavés drainants ou des evergreens, là, comme on peut le voir sur les sujets pour les places de stationnement, en réalisant des noues d'infiltration chaque fois qu'on le peut, ou des bassins d'infiltration qui vont permettre justement de pouvoir réguler et puis limiter ces risques de problématiques liées à la gestion des eaux pluviales, comme on a pu le voir encore récemment, qui peuvent être extrêmement dramatiques. Alors, dans le cadre également des choses que l'on va mettre en œuvre systématiquement, ou on va inciter nos clients tout du moins à le faire, c'est de recréer sur les sites des lieux de construction des habitats pour la faune et la flore. Donc, ça passe par laisser un petit tas de pierres comme ça pour permettre justement aux lézards des murailles ou d'autres espèces, bien évidemment, mais d'avoir des lieux où ils peuvent se réfugier, de laisser des tas de bois, de laisser des clôtures donc, qui vont être pas mises à ras de sol, mais plutôt à 10 ou 15 cm du sol, ou de faire des passages, comme on le voit avec ce joli hérisson en inox, là, mais qui vont permettre justement à la petite faune de pouvoir circuler librement, et puis également de créer des mares. Donc je dis bien des mares, hein, pas des bassins avec des poissons, hein. On va éviter de mettre des poissons dedans justement pour pouvoir avoir une mare où il y a un écosystème qui se développe dedans et qui soit effectif et surtout qui ait vraiment une utilité. Et puis de porter aussi des points d'eau pour les oiseaux et les insectes en période estivale. C'est la diapo suivante. Voilà, la végétalisation des espaces verts. Alors, on végétalise de plus en plus vite, justement, pour ne pas laisser le temps aux espèces invasives de venir s'implanter. On va également favoriser souvent les jachères fleuries. Donc là, c'est toujours dans le cadre du programme engagé pour la nature où, justement, on va pousser les gens à planter des zones en jachères fleuries, qui va permettre de favoriser la biodiversité et pour les insectes pollinisateurs essentiellement. Un autre point qu'on travaille beaucoup avec nos clients, c'est la gestion de l'éclairage nocturne, en favorisant une extinction d'éclairage la nuit. Alors certes, il y a des problèmes des fois qui sont liés à la sécurité, surtout au risque de cambriolage sur les bâtiments. Mais aujourd'hui, on a des systèmes où on peut effectivement, on a d'autres moyens qui permettent de détecter et d'empêcher effectivement des intrusions, mais qui permettent quand même de maintenir un éclairage éteint à certaines heures pour favoriser, pour qu'il n'y ait pas de problématiques liées à cet éclairage nocturne qui perturbe considérablement la faune en l'occurrence. Voilà, sur la diapo suivante. Donc, on a travaillé un petit peu sur les différentes façons d'intégrer la biodiversité sur un projet de construction. Donc, c'est déjà de commencer à choisir un site approprié, bien évidemment, de réaliser une étude d'impact approfondie quand on le peut, l'utilisation des matériaux écologiques, la gestion des eaux de pluie, la création d'habitats pour la faune et la flore, ainsi que la végétalisation des espaces. C'est autant de stratégies qu'on va mettre en œuvre à chaque fois pour favoriser justement la biodiversité autour de la construction. C'est la suivante. Voilà, là, je vous ai mis quelques références de bâtiments. C'était pour vous situer un petit peu les choses, avec des bâtiments comme la Postino, par exemple, avec des bâtiments labellisés HQE. Là, on a fait une base logistique pour Puma. Donc là, c'est un bâtiment qui est labellisé BREEAM Excellent. Sur le slide suivant, vous avez voilà, Epner également. Là, c'est un BREEAM Very Good parce que bon, la certification BREEAM, il y a plusieurs paliers. Voilà, donc Very Good, c'est un palier, Excellent, c'est un autre. Au l'espace également, donc là, c'est des bâtiments Efinergie. Ensuite, sur le slide suivant, voilà, GC Mobile. Donc là, c'est un bâtiment BREEAM Excellent. L'Alliance également. Là, l'Alliance, c'est le siège de LCR à Schiltigheim, qui est également un bâtiment BREEAM Excellent, plus avec d'autres certifications, en fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des certifications, mais c'est des bâtiments qui ont bénéficié d'un certain nombre de certifications diverses et variées, là, qui rentrent vraiment parfaitement dans le cadre du respect de la biodiversité autour d'un bâtiment et d'une construction. Voilà, sur la slide suivante. On peut passer à la suivante si vous voulez. Oui, c'est tout bon. Non, il y en a encore. Oui. Voilà, donc là, on arrive à la conclusion. Donc, pour la biodiversité, il y a des chantiers de construction respectueux de l'environnement, bien évidemment. Une construction durable, c'est l'avenir, ça c'est sûr, on en est nous de toute façon intimement convaincus. Il y a un bénéfice à la fois pour l'environnement et pour la société. Donc, nous, on appelle à l'action en construisant un avenir couvert. On intègre les programmes entreprises engagées pour la nature systématiquement
on pousse les plaquettes de l'ARB à tous nos clients en les incitant à venir sur le programme. Et ça marche bien. Dans l'ensemble, on a plutôt des clients qui répondent favorablement et qui se sentent très impliqués dans cette démarche. Et donc, en intégrant cette biodiversité dans tous nos projets, je pense que le CERF contribue à un futur plus sain et plus durable pour tous. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à Eurovia, qui vont vous présenter les labels d'excellence environnement et aménagement en faveur de la biodiversité. Alors, je vais donner la parole à Fanny Tremont-Schlager. Merci, bonjour. Bonjour. Et puis Benoît. Alors, Benoît. Benoît ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, il s'excuse, mais du coup, je prendrai le relais aujourd'hui pour le sujet. Pas de souci, super. Eh bien, on va vous laisser la main sur le partage de votre écran de manière à ce que vous puissiez contrôler le défilement comme c'était prévu. Volontiers. Merci beaucoup. Alors, parfait. Donc, nous, là, je vais vous parler effectivement des labels Excellence Environnement. C'est une démarche qui a été mise en place au sein de Vinci et Eurovia plus particulièrement, suite aux engagements que nous avons pris en 2015 en faveur du développement durable. Donc en 2016, on s'est dit qu'on allait vraiment commencer à mettre des actions concrètes en place, réfléchir à comment les travaux publics pouvaient avoir une influence plus positive et avoir un impact moindre sur toutes nos actions. Donc, alors je sais pas, pardon, ça n'a pas fonctionné. Parfait. Alors du coup, au niveau des objectifs, oui, voilà, c'était vraiment d'améliorer la prise en compte de l'environnement pour la réalisation des chantiers et également de faire monter en compétence nos collaborateurs et de former, de sensibiliser, puisque souvent, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui peut nous entourer. Et du coup, ça a été très, très bien reçu. Donc voilà, pour minimiser tous les impacts. Et l'idée actuellement, c'est maintenant de perpétuer toutes ces bonnes pratiques et ça prend forme tout doucement. Donc le fonctionnement, on part sur 5 thématiques avec 60 critères qui vont un petit peu plus loin que la réglementation en vigueur. Et dans les diapos suivantes, je vous parlerai de l'eau, la thématique eau et sol et également biodiversité, puisque c'est le sujet du jour, où je vous présenterai quelques actions que nous avons pu mettre en place. Je peux passer, merci. Alors, par exemple, on a décidé à travers ces labels d'équiper tous les engins de kits anti-pollution et également de former tout le personnel à leur utilisation. Et c'est vrai que on a fait par exemple des essais avec de l'eau et le personnel a très très bien reçu cette formation et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'étaient pas forcément informées de la manière dont on pouvait gérer des fuites et ça les a beaucoup sensibilisés. On a eu suite à ça des remontées sur les engins avec des fuites moindres où voilà, tout a été réparé tout de suite et tout, donc c'était une très bonne idée. On s'est également mis en route pour éviter toutes les moindres petites fuites qu'il pouvait y avoir par rapport au remplissage de petits matériels avec les systèmes anti-égoutture. Tout mis sur des bacs de rétention pour vraiment pouvoir maîtriser la moindre fuite. Et on a également, par exemple, créé des stationnements spéciaux pour les engins avec en dessous, en fait, on a une couche d'absorbant. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui, avec l'eau de ruissellement de la pluie, qui devrait s'écouler dans le sol, là, c'est maîtrisé, c'est absorbé, et puis, c'est voilà. De bonnes actions, on va dire, déjà pour l'eau et le sol. On peut continuer si vous voulez bien. Ensuite, on a également une partie pour les milieux urbains et les riverains. Donc, ça, effectivement, on va vraiment essayer d'agir sur le bruit, les poussières. Donc on dit que c'est pour les riverains, mais en soi, c'est également une bonne pratique pour tout ce qui est environnement et biodiversité. On essaye de maîtriser les déviations pour pas que justement les personnes passent au milieu de zones qui sont affectées uniquement pour nous. Et on remet également des aménagements provisoires. Voilà, donc c'est de bonnes pratiques et on essaye un petit peu de verdir toute cette image. Alors, je vous laisse aller à la... Merci. Alors, pour la biodiversité, par exemple, après les études qu'on peut avoir selon les chantiers, on a décidé, par exemple, de faire différents phasages
pour ne pas intervenir à plusieurs endroits et que en fait, la petite faune du site et les insectes puissent avoir le temps d'évacuer. Et on a décidé de protéger également des zones qui étaient reconnues sensibles ou humides. Voilà, donc on a protégé, on a fait en sorte que voilà, différents balisages pour que les grenouilles, par exemple, ne puissent pas passer sur les chemins où il y aurait des ornières avec un petit peu d'eau. Donc vraiment que le temps du chantier, elles soient dans leur zone. Et une fois que le chantier est terminé, on réouvre ces zones pour qu'elles puissent à nouveau circuler. On a également fait toute une sensibilisation aux équipes par rapport aux arbres et à leur système racinaire. Et d'eux-mêmes, ils nous ont demandé à installer des barrières sur des arbres qu'ils trouvaient remarquables sur certains chantiers. Donc voilà, ça a vraiment, comme quoi ça a vraiment pris racine dans l'esprit de beaucoup de monde. Et voilà, toutes ces idées en fait nous ont donné de bonnes pratiques et on s'est dit qu'on allait mettre en place aussi des actions simples, nous tout autour de notre agence. Donc les premières idées, pardon, excusez-moi. On a encore d'autres actions. On a profité sur un chantier également. Il y avait une zone qui retenait beaucoup l'eau. Et donc c'est pas une zone reconnue officiellement humide, mais juste voilà qui retenait l'eau. Et en fait, on a proposé aux clients de faire des compensations et d'aménager. En fait, on a aménagé une mare, des noues de fraîcheur, le tout pour la biodiversité du site. Donc, on a mis tout ça en place. Les eaux de pluie sont simplement venues remplir les bassins. Et lorsqu'on avait, nous, des opérations à faire à certains endroits, on s'est rendu compte que il y avait, par exemple, des grenouilles qui étaient dans une zone un petit peu qui avait retenu l'eau. Et en fait, notre équipe a d'elle-même gardé enfin voilà, elle allait sauvegarder les grenouilles, elle les a mis de côté. Et puis du coup, voilà, pardon, excusez-moi. Du coup, voilà, elle les a sauvegardés, déplacés, et ça nous a permis de sauvegarder plusieurs espèces. Donc voilà, toutes ces idées nous ont inspiré pour notre agence. On a mis plusieurs actions en place. Donc ça passe des actions simples, simplement des zones qu'on avait avec des fauches tardives. D'autres endroits où avec des matériaux de récupération, on a créé des îlots de biodiversité. On a eu aussi l'occasion de mettre à des endroits des ruches et en récupérant l'eau de pluie du toit de l'agence, on a fait une mare également et on a installé un mât à cigogne. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Donc sur la zone de fauche tardive, il suffit clairement de laisser libre cours à la biodiversité. Et en ne fauchant qu'une seule fois par an, ça permet réellement de préserver l'humidité et de réguler la température des sols. Et ainsi, ça favorise la préservation et la reproduction des insectes et de toute la petite faune. Donc voilà, ça préserve également les différents oiseaux qui nichent au sol. Et on se rend bien compte que sur ces zones-là, on entend la vie en fait quand on passe à côté, comparé à toutes les zones qui sont fauchées et tondues. Donc voilà, c'est plutôt une bonne action. Merci. Donc pour les îlots de biodiversité, on a simplement repris plein de matériaux de déconstruction et en fait, on a aménagé avec une équipe et voilà, on a mis des bouts de bois, on a rajouté un petit peu de terre et en fait, après, on a simplement laissé faire la nature et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que ça prend vie, on a des fleurs et on a des animaux qui passent régulièrement le long de ces îlots. Donc la mare, on a eu de la chance avec nos équipes qui ont bien entendu pu faire le terrassement. Et en fait, on a proposé à une école de venir nous aider à aménager tout ça. Et également à Dominique de la LPO, voilà, qui nous a accompagnés sur ce projet. Et en fait, les enfants de l'école voilà, sont venus et avec l'eau de récupération de pluie, ça a donné une mare et on a eu beaucoup de chance puisque finalement, on a un petit point d'eau et on a un couple de colverts qui a fini par venir nous dire bonjour et qui est resté chez nous pendant le printemps dernier et qui est reparti au moment voulu. Donc voilà, c'était une belle expérience. Et puis, comme quoi, le moindre point d'eau permet d'amener un petit peu de vie. Donc, des actions simples, mais qui font leur effet. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous rends la main. Merci beaucoup. Nous allons accueillir Alex Dugast de l'AFNOR qui va nous présenter les normes volontaires, les bonnes pratiques pour aider les entreprises à préserver le vivant.
Alors, est-ce que, Madame Dugast, vous avez le micro ouvert, s'il vous plaît? Oui, c'est le micro. Est-ce que c'est tout bon pour vous, pour la fin? Vous m'entendez? Bonjour. Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème d'ouverture du micro. Mais je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Alix Dugast et je suis donc chef de projet sur les sujets carbone réglementaire et biodiversité chez AFNOR Certification. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui comment les normes volontaires peuvent être utiles aux entreprises du bâti, en vous présentant notamment donc la norme NFX 32001 et la certification donc AFAC Biodiversité. Donc on peut passer à la slide suivante et je commencerai par un bref panorama des standards qui ont émergé sur la biodiversité, parce que donc depuis 2019, il y a de nombreuses normes qui ont vu le jour. Et en France notamment, donc il y a la commission de normalisation de biodiversité qui a été créée en 2009 et qui a publié donc plusieurs normes en matière donc de génie écologique, de conduite d'un état initial, ainsi que donc la première norme sur le sujet de la biodiversité dans les organisations, qui est donc la NFX 32001 et qui est sortie en 2021. Et à l'international, il y a ce qu'on appelle le comité technique TC 331, donc, qui est dédié à la biodiversité, qui lui a été formé en 2020 donc, pour répondre à l'urgence des questions sur la biodiversité. Et il a lancé le développement donc, de nombreux projets. Il y a 3 normes notamment qui sont attendues donc, au 3e trimestre 2025. Une sur la terminologie commune donc, à la biodiversité, une sur la caractérisation des produits à base d'espèces indigènes. Et puis, il y a également la norme ISO 17298, qui est la traduction en fait à l'ISO de la norme NFX 32001, voilà, qui nous intéressera un petit peu plus aujourd'hui. Donc voilà, pour finir, donc, il a aussi été annoncé lors de la COP 16 à Cali, des travaux d'outillage des normes existantes avec un volet biodiversité. Donc on voit bien qu'il y a une multiplicité de normes pour répondre donc à un intérêt finalement de plus en plus grand des acteurs du marché pour ces enjeux biodiversité. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante où je vais finalement vous parler de cette fameuse norme, la NFX 32001, et comment elle peut vous aider. Donc, il s'agit d'une norme française qui fixe en fait un cadre et une méthodologie pour vous aider à construire votre démarche biodiversité et aussi à l'intégrer dans votre stratégie. Donc, elle est vraiment accessible à tout type d'organisation, peu importe le degré de maturité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec sa traduction à l'ISO, elle va bientôt vous permettre une reconnaissance à l'international de votre démarche biodiversité, ce qui est plutôt positif. Donc, alors, qu'est-ce que dit cette norme? On peut passer à la slide qui suit. En fait, elle a la structure commune des systèmes de management et à l'égal de l'ISO 14001, pour ceux qui la connaissent. C'est une norme qui va exiger de comprendre vos enjeux biodiversité, de construire un plan d'action qui va y répondre, de le mettre en œuvre et ensuite de le suivre donc dans une logique d'amélioration continue. Mais elle a des particularités, cette norme, c'est qu'elle donne un poids très important donc, aux parties prenantes. Donc, elle va notamment vous demander de les impliquer à toutes les étapes de construction de votre démarche, y compris de les inclure à la gouvernance. Elle va également mettre un accent fort sur le diagnostic biodiversité. Vous qui travaillez donc dans le bâtiment, il est essentiel que vous identifiez vos dépendances, vos impacts sur la biodiversité. Essentiel de faire un bilan pour pouvoir ensuite prioriser vos enjeux et y répondre de manière cohérente. Et le dernier point qui est spécifique à cette norme, c'est qu'elle vous oblige ensuite à communiquer à vos différentes parties prenantes pour pouvoir rendre compte finalement de votre démarche et puis de sa performance, donc aussi bien en interne à votre direction qu'à vos partenaires externes. Et elle est assez intéressante parce que, comme on le voit, c'est une norme de système de management qui permet de structurer donc votre démarche depuis sa construction jusqu'à sa gestion.
Voilà, donc ce qui nous amène à la certification, donc AFAC Biodiversité. Donc, qu'est-ce que c'est finalement? Donc, c'est une certification qui se base sur cette norme française et qui s'appuiera donc bientôt avec la sortie de l'ISO 17298, donc sur la norme ISO. Et il s'agit donc d'une évaluation de vos systèmes de management biodiversité et à l'issue donc de laquelle nous, on va venir vous délivrer un signe de reconnaissance pour donc valider que votre système de management est conforme à aux exigences de la norme. Et donc voilà, il est robuste. Et comment elle fonctionne, donc cette certification? Donc elle se déroule sur un cycle de 3 ans, au cours duquel donc il y a un audit initial qui est réalisé et ensuite il y aura 2 audits de suivi les années suivantes, pour pouvoir toujours améliorer votre démarche. Et durant les audits, donc nous, on va venir missionner un auditeur qui va venir réaliser des visites sur site et qui va vous permettre donc de constater que les actions que vous menez sur le terrain sont cohérentes avec les documents que vous leur avez transmis. Donc voilà, cette visite, c'est une vraie plus-value puisque nos auditeurs, pardon, sont des experts en biodiversité et qui maîtrisent les systèmes de management environnementaux et voilà, qui vous offrent une expertise pour pouvoir améliorer vos démarches. Donc, je terminerai avec la dernière slide en précisant donc, que cette certification AFAC Biodiversité, elle vous offre de nombreux avantages puisque donc, elle permet d'anticiper les exigences réglementaires, donc, notamment avec la venue de la CSRD, les exigences de publication de l'ESRSE 4. Mais elle permet également donc, de valoriser votre démarche via la reconnaissance d'un organisme tierce indépendant, d'attester de la robustesse de cette démarche en France et bientôt à l'international, et qu'elle vous permet surtout de bénéficier de retours d'experts biodiversité qui sont précieux pour pouvoir justement l'améliorer en continu. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. On va passer à la présentation d'entreprises engagées pour la nature. Et du coup, je laisse la parole à Vincent Roulet. Très bien. Alors effectivement, les actions et les différentes événements que vous pouvez mener en faveur de la biodiversité, vous avez la possibilité d'intégrer un programme pour faire reconnaître ces actions en intégrant le programme Entreprises engagées pour la nature, qui est animé par l'Office français de la biodiversité, qui vous permet effectivement de valoriser un peu les actions que vous avez menées là-dessus et de sensibiliser l'ensemble de vos acteurs. C'est-à-dire que ce soit vos fournisseurs, vos clients ou vos salariés, vous communiquez sur le sujet. Et donc, vous, constructeurs, vous pouvez effectivement intégrer ce programme et vous pouvez également proposer d'intégrer ce programme aux gens qui bénéficient de vos bâtiments, c'est-à-dire vos clients. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, peuvent adhérer à ce dispositif. C'est un dispositif gratuit, volontaire, et donc axé sur des phases de bilan pour voir un peu d'où vous partez, et donc de pouvoir déposer un plan d'action pour valoriser ce que vous avez mis en place pour tout ça. Donc, bien entendu, le programme, il est en trois phases. Vous avez une première phase d'adhésion pour dire, bon, ok, très bien, on s'engage. Et donc, une fois que vous avez adhéré à ce dispositif, vous avez 1 an pour préparer un plan d'action et vous avez possibilité de vous faire accompagner par différents organismes pour pouvoir faire un bilan de biodiversité, pour pouvoir élaborer votre plan d'action, votre feuille de route, ou en fonction de votre maturité, bien entendu, proposer des actions. L'objectif dans ce plan d'action, c'est d'avoir 2 actions minimum. On demande une action cœur de métier, donc liée à votre activité, et une action complémentaire. Évidemment, on fait des cas particuliers. Dans votre domaine d'activité, vos actions complémentaires considérées pour une entreprise industrielle ne seront pas une activité cœur de métier. Pour la vôtre, ça serait une activité cœur de métier. Donc, vous avez du cas par cas, il n'y a aucun souci sur le sujet. On vous accompagnera dans cette démarche. Une fois que vous avez déposé ce plan d'action, vous êtes donc
entreprise engagée pour la nature. Vous bénéficiez de la labellisation avec le petit logo qu'on vous fournit et que vous pouvez poser sur l'ensemble de vos documents. Et vous avez 2 ans pour mettre en place ce plan d'action et vérifier son efficacité avec des indicateurs qu'on vous demande de mettre sur le principe SMART. Donc SMART spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et temporel. On peut rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour que vous puissiez avoir plus d'informations là-dessus. Donc pour résumer un peu tout ça, le plan d'action, donc 2 actions minimum, au moins une action cœur de métier. Vous vous engagez à mettre ce plan d'action sur une durée de 2 ou de 4 ans, suivant les critères SMART. Et à l'issue de ça, ça n'est pas un audit qu'on fait chez vous, on ne se déplace pas. Vous faites un rapport de suivi de votre activité en fonction des indicateurs que vous avez proposés dans votre plan d'action. Et donc, vous avez effectivement besoin de vous sensibiliser sur votre chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Donc, pour vous, constructeurs, c'est de effectivement réfléchir sur vos sources d'approvisionnement et ensuite sur la façon dont les produits que vous faites ou que vous recyclez sont traités de manière à optimiser cette chaîne de valeur. Donc, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur le site engagépourlanature.ofb.fr sur lequel vous avez possibilité d'avoir effectivement le plan d'action de toutes les autres entreprises, puisque c'est public. Vous pouvez les sélectionner en fonction de leur secteur géographique, en fonction de leur domaine d'activité ou en fonction de leur taille. Donc actuellement, le dispositif Entreprises engagées pour la nature, vous avez 351 entreprises qui sont adhérentes au niveau national. 176 d'entre elles ont déjà déposé un plan d'action. Et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, on a 45 entreprises au total qui sont dans le programme, avec 24 qui ont déjà déposé leur plan d'action et 21 entreprises adhérentes qui sont en cours de préparation de leur plan d'action. Donc, bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles sur le sujet. Et il est temps maintenant de répondre à vos éventuelles questions. Juste une petite chose avant, est-ce que la société Vinci nous a rejoint entre-temps ? Non. Bon. Donc, effectivement, nous pouvons maintenant échanger sur le sujet pour répondre à vos éventuelles questions. Les interlocuteurs qui ont pu faire une présentation sont encore tous là. Donc, on vous écoute. Vous pouvez déposer vos questions dans le petit onglet qui est en haut de l'écran, là, questions et réponses. Et donc, on tâchera effectivement d'y répondre en temps réel. Déjà, il y a une première question qui demande est-ce qu'on pourrait avoir un replay de ce webinaire? Donc, c'était prévu, vous allez le recevoir par mail, ainsi que le PowerPoint et puis un sondage de satisfaction pour avoir votre avis, ce qu'on peut améliorer pour le prochain webinaire. Donc, voilà. Et puis, on a un deuxième commentaire dans l'espace questions et réponses de l'environnement qui précise qu'ils peuvent intervenir pour parler de la marque végétale locale qui permet d'intégrer une flore sauvage adaptée à la région. Donc, si Héloïse Brun souhaite prendre la parole quelques minutes, c'est possible. Bien sûr. Ouais. Donc, Héloïse, si vous nous entendez, vous avez possibilité d'activer votre micro. Et on n'a pas réussi à entendre Héloïse Brun. Est-ce que cette fois-ci, ça fonctionne pour Héloïse? Là, dans la conversation, on a effectivement Héloïse qui n'arrive pas à activer son micro. Il n'arrive pas. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser dans cet espace questions-réponses? On vous enverra un petit complément d'information donc sur Végétal Local, étant donné qu'on n'arrive pas à joindre Héloïse Brun en conversation. Je ne sais pas si vous souhaitez
poser vos questions ou si on s'arrête là pour aujourd'hui. On a reçu un deuxième message concernant l'envie de récupérer le replay du webinaire et du coup, oui, ce sera le cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on clôt le webinaire et puis on remercie tous les participants pour leur présence. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous de votre participation. Si vous avez la possibilité, effectivement, de nous faire un retour sur le petit questionnaire qui va vous être envoyé, ça nous intéressera. C'est une première expérience. Donc, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. On n'a pas eu trop de bugs techniques, puisque bon, on a une bande passante qui est un peu limitée. On avait 70 participants, ce qui fait qu'effectivement, ça charge un peu les choses. C'était un peu lent. En tout cas, on attend vos retours. Merci beaucoup de votre participation à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, À bientôt. bonne journée. Bonne Merci. journée et à bientôt.